Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice s'est prononcée suite à la demande de l'Afrique du Sud d'ordonner à Israël de cesser ses opérations militaires à Gaza, arguant d'un risque sérieux de génocide. Nous avons voulu revenir sur l'ensemble de cette séquence judiciaire qui suscite des interprétations contradictoires et dont les effets politiques sont massifs et importants. En effet, quelle est la nature de la procédure engagée par la requête de l'Afrique du Sud en décembre dernier? Comment comprendre la signification des mesures conservatoires indiquées? Que veut dire l'ordonnance de la Cour quand elle établit la plausibilité d'une menace génocidaire pesant sur les Palestiniens de la bande de Gaza? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à Jan Jurovics, maître de conférences en droit international, spécialiste en particulier de la notion de crime contre l'humanité et qui a notamment travaillé auprès des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Alors bonjour Jan Jurovics. Bonjour. J'aimerais commencer en vous posant une question très très large sur votre première description concernant la nature de cette procédure engagée par la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice en décembre dernier. Comment vous nous la décririez à prime abord, pourrait-on dire ? Je vais m'émanciper de la nature politique de la demande de l'Afrique du Sud. Évidemment qu'il y a une posture et que certains États veulent exister dans le concert des nations, et c'est un moment important pour l'Afrique du Sud pour le faire, notamment parce qu'elle aimerait un jour avoir une place au Conseil de sécurité dans une réforme à venir. On a des affaires similaires. On a Gambie contre Birmanie, par exemple, qui est une affaire assez récente. Mais d'un point de vue juridique, au-delà des discussions extrêmement intenses que j'ai pu entendre. Il s'agit tout simplement d'un désaccord juridique portant sur une convention, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle les deux États sont partis. Et c'est une procédure tout à fait classique devant une juridiction qui s'occupe de vérifier l'application des règles entre les deux États qui y consentent, tout simplement. Alors c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de rappeler quelle est la différence entre la Cour internationale de justice, en quoi elle se distingue de la Cour pénale de La Haye, hein? Quelle est la compétence de l'un? Il peut y avoir des confusions. Alors, hormis leur proximité géographique, parce qu'elles sont toutes les deux à La Haye, la Cour internationale de justice est la juridiction de l'ONU. C'est un organe principal de l'ONU qui a été créé par la Charte des Nations Unies en 1946, en 1945, mais l'entrée en vigueur est en 1946. Et sa compétence est de trancher les différends juridiques entre les États. En l'espèce, est-ce que la Convention est applicable? L'Afrique du Sud pense que oui, Israël pense que non, la Cour répondra. Elle répondra d'ici 4 ans, mais ce n'est qu'un différend juridique. La Cour pénale... Entre des États, hein, il faut insister uniquement entre là-dessus. les États, bien sûr. Personne d'autre ne peut saisir la CIJ. La Cour pénale internationale est très différente. Elle juge les individus. C'est une juridiction pénale qu'on a mise en place en 2002 seulement. Donc elle ne peut pas juger une affaire antérieure au 1er juillet 2002. Elle ne juge que quelques rares affaires parce qu'on ne peut pas se disperser, on n'a pas tous les moyens du monde. Et elle ne juge que pour 4 crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et, depuis 2018, crimes d'agression. On viendra, je pense, sur ces distinctions un peu Très plus bien, tard. mais uniquement les individus, uniquement ces 4 crimes, uniquement après 2002, et pas les États. D'accord. Vous avez donné des éléments sur la nature de la procédure dans un premier temps. Je vous pose maintenant une question sur la manière avec laquelle, en tant que juriste, on peut entendre et comprendre les tenants, les aboutissements de la requête formulée par l'Afrique du Sud contre Israël. Qu'est-ce qu'elle adresse à la Cour? Et éventuellement, vous en avez touché un mot. Comment vous entendez que ce soit l'Afrique du Sud qui, dans le concert des nations, prenne ici la parole? Mais au fond, quand vous lisez le texte que l'Afrique du Sud délivre auprès de la Cour, comment vous l'analysez et comment il faut l'analyser? Juridiquement, j'ai aucun souci avec le fait que ce soit l'Afrique du Sud ou tout autre État. Tout État a intérêt à l'application des dispositions de la Convention sur le génocide. Quand c'est la Gambie qui demande à la Birmanie, la même question s'est posée. Tout simplement, un des États dans le concert des nations rappelle que le droit s'applique et il est tout à fait légitime à le faire. Sur le contenu, en revanche, et on y reviendra, j'imagine, plus tard, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de génocide commis à Gaza et qu'on n'est même pas en risque génocidaire. Le génocide est autre chose et je le démontrerai sûrement quand vous me poserez les questions sur ce point. Mais que veut l'Afrique du Sud? C'est ça la question. Que contient sa requête d'applicable immédiatement par la juridiction? Je vous pose tout de suite la question. Est-ce qu'au fond, l'Afrique du Sud, en allant s'adresser à la Cour en décembre dernier, accuse tout simplement Israël de génocide? Ou qu'est-ce qu'elle demande d'autre? Qu'est-ce qu'elle fait? Absolument pas. Alors expliquez-nous ça. L'Afrique du Sud demande précisément
à la Cour de trancher un différend juridique sur l'interprétation plutôt de la Convention sur le génocide. Il ne s'agit pas d'une accusation puisqu'on n'est pas devant une juridiction pénale. Il s'agit plutôt de dire à la Cour, pour l'Afrique du Sud, il y a risque de génocide. Il y a donc applicabilité de la Convention sur le génocide. La Cour devrait se déclarer compétente, dans un premier temps, dans toutes les affaires. La Cour doit d'abord déterminer si elle est compétente. Ça prend à peu près 2 ans. C'est une première étape dans cette procédure. Donc dans 2 ans, on saura si la Cour est compétente. Et si elle l'est, elle doit ensuite se prononcer pour en tirer des conclusions, pour savoir ce qui se passe réellement sur place, le qualifier, et permettre à partir de là de dire si un État a violé une règle de droit international ou a mal compris une règle de droit international, laquelle, dans quelle mesure? Sur le fondement de la Convention sur le génocide. Bien sûr, une des dispositions de la Convention sur le génocide. Alors vous comprenez bien la difficulté pour nous de comprendre l'ensemble de cette séquence judiciaire, parce que nous, ce qu'on lit, nous qui ne sommes pas juristes, qu'est-ce qu'on lit dans la presse? On lit l'Afrique du Sud accuse Israël de génocide et demande que soit immédiatement appliquer un cessez-le-feu ou un arrêt. Donc, qu'est-ce que fait la presse quand elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment vous voyez cette espèce de dissonance qu'il peut y avoir entre la manière avec laquelle vous nous expliquez ce qui s'est passé et la manière avec laquelle c'est massivement entendu? Eh bien, il est évident que l'Afrique du Sud souhaite le cessez-le-feu. L'Afrique du Sud sollicite qu'Israël retienne ses forces armées à Gaza. Mais ce sont d'autres règles qui déterminent l'intervention des forces armées. Le recours à la force armée en droit international ne dépend pas des dispositions de la Convention sur le génocide. La question qui se pose, c'est pourquoi alors l'Afrique du Sud utilise ou invoque cette convention? La réponse, elle va vous décevoir, mais elle est extrêmement juridique. Il existe dans cette convention, à l'article 9, une clause attributive de compétence à la Cour internationale de justice, qui prévoit à l'avance, et depuis 1948, que lorsque les États sont en désaccord, ils peuvent saisir la Cour. Il faut que je vous précise au préalable, c'est peut-être une évidence pour moi, mais les États sont souverains. On ne peut pas les amener devant la Cour s'ils ne le souhaitent pas. Or, en ratifiant la Convention, Israël en 1949, je crois, c'est la date de sa ratification, a accepté par avance la compétence de la Cour pour toute question portant sur le génocide, sur la Convention sur le génocide, qui viendrait à se poser au futur. L'Afrique du Sud n'a pas d'autre point d'accès à la Cour, puisqu'il faudrait demander à Israël son accord pour aller devant la Cour. Par exemple, imaginons qu'il y ait un désaccord sur les conventions de Genève traitant du sort des prisonniers de guerre. Si on doit s'interroger sur cette question de droit, pour aller s'interroger devant la Cour, les pays concernés doivent donner leur accord, ce que ne fera certainement pas Israël aujourd'hui. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure comment vous interprétiez la requête adressée par l'Afrique du Sud à la Cour. Est-ce que, si je vous comprends bien, on peut dire que l'Afrique du Sud tente de faire un usage politique d'une procédure judiciaire? Moi, je parlerais plutôt de forum shopping ou d'instrumentalisation d'une notion juridique. C'est-à-dire qu'avec le levier de la Convention sur le génocide, la Cour espérait obtenir, l'Afrique du Sud, espérait, je suis pas sûr qu'elle espérait vraiment, je suis pas sûr qu'elle y croyait, obtenir dans les mesures conservatoires une demande de cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas, évidemment, puisque l'usage des armes n'est absolument pas fondé sur la Convention sur le génocide. Contrairement à l'affaire Russie-Ukraine ou Ukraine-Russie, dans laquelle Vladimir Poutine avait invoqué justement la notion de génocide. Ici, le génocide, c'est seulement un levier pour obtenir quelque chose que l'Afrique du Sud n'a pas obtenu, malheureusement. Donc vous répondez oui à ma question. Oui, je réponds c'est oui, un usage politique d'un dispositif judiciaire ou juridique. Oui, tout à fait. OK. Comment vous avez entendu la réponse d'Israël à la demande, enfin en décembre, donc, à la requête déposée par l'Afrique du Sud? Israël s'est rendu à La Haye et a répondu à ce qui avait été... Je trouve ça absolument normal. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dû dire, comment vous évaluez la force de sa réponse ou D'accord. Voilà. Alors sur le principe, d'abord, la Cour internationale de justice est le symbole du droit international dans notre monde qu'on construit depuis 1945. Seule la Russie a refusé de se présenter récemment devant la Cour lors d'une procédure la concernant et pour laquelle la Cour a reconnu sa compétence. Qu'Israël vienne ne m'étonne pas. Au contraire, Israël est un État extrêmement juridicisé. Quant à sa réponse, quant aux plaidoiries, je les ai trouvées, à vrai dire, décevantes parce que politisées, justement. L'Afrique du Sud tentant à démontrer qu'il y avait vraiment un génocide, Israël se défendant sur ce point. La question pour nous, juristes, n'est pas sur ce point, en tout cas pas actuellement. Je vous répète que la Cour se prononce en 3 étapes.
essentiellement deux. D'abord sa compétence, puis le fond. Chacune de ces étapes consiste à rendre un arrêt qui prendra 2 ans à rédiger. Mais préalablement, l'Afrique du Sud a demandé des mesures conservatoires. Oui, parce que 2 ans, mais mesures conservatoires, c'est mesures d'urgence. C'est des mesures d'urgence pour éviter qu'une situation là, s'aggrave. c'est plus 2 ans. Oui. Non, c'est immédiat. Je vous avais annoncé lors de nos premières discussions 3 semaines à 1 mois. On est dans les temps. Vous voyez, systématiquement, et la Cour assume son rôle de gardien du droit international et vient nous dire ce qui se passe. Elle ne peut pas rester à l'écart d'une catastrophe humanitaire comme celle qui a lieu aujourd'hui à Gaza. Mais elle ne demande pas, en fait, dans ses conclusions, elle ne demande pas à Israël de cesser le recours à la force armée. Elle demande à Israël de respecter le droit international humanitaire, de faire en sorte que de l'aide humanitaire rentre, de conserver des éléments de preuve qu'on puisse, par la suite, non pas dire nécessairement qu'il y a génocide, mais dire s'il y a ou s'il n'y a pas génocide. On reviendra longuement sur la réponse apportée là en janvier, 1 mois après les requêtes. D'accord. Je voudrais que pour l'instant, on donne tous les éléments précisément pour bien les comprendre plus tard. Est-ce qu'on peut revenir, parce qu'on voit bien que c'est la notion centrale, sur la notion de génocide, sa définition. Rappelez-nous la définition juridique du génocide, et peut-être que pour commencer, pour y voir plus clair, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui distingue le crime de génocide du crime contre l'humanité et du crime de guerre? Le génocide a été défini très précisément par cette convention de 1948 et n'a subi aucune altération dans sa définition depuis cette époque, contrairement aux autres notions qui peuvent évoluer. C'est déjà très intéressant. On va commencer par le crime de guerre. Le crime de guerre, c'est une violation des dispositions du droit applicable dans la guerre. C'est-à-dire qu'il existe dans la guerre 2 corpus juridiques, l'un demandant aux belligérants de recourir uniquement à certaines méthodes, on va limiter leurs moyens, il y a des armes interdites, ça peut être l'arme nucléaire, les mines antipersonnelles, les armes qui laissent des fragments indétectables dans le corps humain, ça peut être des méthodes interdites, le siège, la torture, le fait de maltraiter... le fait de ne pas faire de quartier, ou la perfidie, encore, qui consiste à se déguiser en ambulancier, par exemple, pour commettre un crime, cela est crime de guerre. Et il y a aussi les autres crimes de guerre dans un autre corpus juridique, qu'on appelle plus largement, mais incorrectement, le droit de Genève, qui consiste à violer les règles protégeant la population aux mains de l'ennemi. Je pense à la population civile en période d'occupation, les prisonniers de guerre, les malades, les blessés, par exemple. Si vous assassinez un prisonnier de guerre, c'est également un crime de guerre. Toutes ces mesures-là, tous ces actes qui viennent violer ces mesures, sont des crimes de guerre. Ce sont des actes individuels qui engagent souvent la hiérarchie parce qu'elle a laissé faire ou qu'elle n'a pas puni, mais ils peuvent correspondre à une politique, mais la politique n'est pas un élément de définition du crime de guerre. Ça peut être un acte individuel. Alors que pour les autres crimes dont nous parlons maintenant, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, on est dans le cadre précisément de l'application d'une politique qui définit ces crimes. La politique criminelle contre l'humanité, c'est un ensemble d'actes inhumains qui s'inscrivent dans une attaque généralisée ou systématique contre une population civile choisie. On a des actes inhumains, assassinat, torture, esclavage, déportation, etc., qui visent à priver de droits une population choisie. Ça peut être une population pour motifs politiques, des communistes, des Tutsis, des juifs, etc. Ça, c'est le crime contre l'humanité. Et parfois, cette politique criminelle contre l'humanité évolue à un moment de son existence. Elle s'aggrave criminellement, c'est-à-dire que les organisateurs de cette politique décident d'aller plus loin dans leur logique criminelle. En plus de persécuter des individus, ils se disent, finalement, on va tous les tuer. C'est la solution finale. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le génocide est une décision administrative à partir du crime contre l'humanité, qui transforme le crime contre l'humanité en politique qui vise à détruire un groupe national, racial, ethnique ou religieux comme tel. Comme tel, c'est-à-dire parce qu'il existe, pas pour une autre raison, uniquement ces 4 groupes-là, pas d'autres. On parle de groupes protégés par la Convention sur le génocide, et c'est l'intention de détruire qui importe. L'intention. C'est fondamental. La Shoah est un génocide, pas parce qu'on tue 6 millions de personnes, mais parce qu'on vise 11 millions de personnes. Si on avait arrêté le génocide des Tutsis à 10 000 personnes, on aurait quand même eu un génocide. Autrement dit, il peut y avoir des dizaines de milliers de morts, sans qu'il y ait génocide. Sans qu'il y ait génocide. Et inversement, très peu de morts. La quantité génocidaire réside dans le but poursuivi et non pas dans le résultat atteint. Pourquoi le mot génocide devient le mot principal de la requête? Je vous ai déjà répondu à ça. Et pas le mot crime. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas le mot crime? L'article 9 de la Convention sur le génocide. On n'a pas de disposition similaire qui permettrait à l'Afrique du Sud de saisir la Cour internationale en arguant de crime contre l'humanité. La Cour n'est pas compétente. Tout simplement.
n'y a pas les outils. On n'a pas les outils. Effectivement. La Cour n'a pas compétence, sauf si, dans un différend, les pays concernés, s'ils nous disaient, très bien, allons devant la Cour en discuter. Mais on offre aux États la possibilité de traiter leurs différends de tellement de façons. Les États ont le choix. Ils sont souverains. Ils peuvent régler leurs différends. Et quand ils le font, la seule obligation qu'ils ont est de le faire de façon pacifique. On n'est pas dans un système intégré comme en droit interne. On n'a pas recours systématiquement aux juges. Négociation, diplomatie, bons offices, médiation, commission d'enquête, tout ce que vous voulez, arbitrage, pourquoi pas. La Cour internationale de justice est une approche, est une solution comme une autre, très symbolique, mais une solution marginale en termes de quantité. On ne peut pas tout soumettre à la Cour. Et ça a permis à l'Afrique du Sud de jeter la lumière sur une situation, et c'est là que ça devient politique. L'Afrique du Sud aurait pu très bien rentrer en négociation avec Israël au sujet de la situation à Gaza. Elle ne l'a pas fait. C'est-à-dire, elle aurait pu faire quoi exactement, concrètement? Comment elle aurait pu s'asseoir, demander à Israël des réunions sur la situation, trouver diplomatiquement, s'engager dans une négociation de retrait de l'armée israélienne. Comme d'autres États le font. Le Qatar le fait actuellement. D'accord. Est-ce que le Qatar a éprouvé le besoin d'aller devant la CIJ? Pas du tout. La seule règle qui s'impose aux États aujourd'hui, c'est l'interdit du recours à la force armée. Ils ne peuvent pas régler leurs différends par la force armée. D'ailleurs, ça pose une interrogation, mais on pourrait en parler, c'est un autre débat, sur la nature juridique du recours à la force armée par Israël à Gaza. Mais ça n'a aucun rapport avec la question posée par l'Afrique du Sud. Oui, mais l'autre question aussi, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud va devant la Haye. Donc il y a une raison spécifique, puisqu'elle aurait pu demander une négociation directe avec Israël. Donc est-ce que les juges s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud le fait, puisqu'on voit bien que c'est manifestement des raisons politiques. Oui, mais ça ne change pas le rôle juridique extrêmement pointilleux des juges. D'accord. Qu'ils soient saisis pour des raisons politiques, plutôt eux qu'un autre forum ne leur appartient pas. Une fois qu'ils sont saisis, leur approche va être scientifique, juridique exclusivement. Peu importe, de toute façon, aucun différend n'est entièrement exclusivement juridique. On sait toujours qu'il y a des tensions politiques chez les demandeurs, chez les États qui demandent. On va revenir sur l'ensemble de la procédure et des réponses apportées, mais puisqu'on était sur des questions qui concernaient la définition, les définitions différentielles de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, je voudrais faire intervenir une autre notion qui est beaucoup employée en ce moment, notamment par les militants pro-palestiniens et antisionistes, c'est la notion de purification ethnique qui est brandie contre Israël. Comment vous l'entendez-vous? Et quand je dis vous, c'est toujours vous en tant que juriste. D'un point de vue juridique, alors. La purification ethnique n'existe pas d'un point de vue juridique. Ce n'est pas un chef d'accusation applicable devant une juridiction internationale. Et je rappelle que vous avez travaillé dans les tribunaux concernant les jugements à la chambre d'appel où la notion de purification ou de nettoyage ethnique a été elle était centrale. Elle était absolument centrale. Donc, comment vous entendez en ce moment l'utilisation massive? Vous posez deux questions en fait. La première, c'est qu'est-ce que c'est juridiquement que la purification ethnique? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a purification ethnique en l'espèce? Sur le premier pan de la réponse, pour être poursuivi, une purification ethnique doit être habillée juridiquement de l'un des chefs d'accusation qu'on a cités. Crime de guerre, crime contre l'humanité ou crime de génocide. C'est-à-dire qu'une purification ethnique qui consiste à retirer des individus choisis d'un territoire, cette purification ethnique peut porter plusieurs habits. Elle peut être un crime de guerre s'il s'agit d'une façon, ce qu'on a pu reprocher, par exemple, à la Russie en Ukraine, de vouloir vider certains territoires d'une présence ukrainienne dans le cadre du conflit armé. Elle peut être criminelle contre l'humanité, comme cela a été souvent mené contre les musulmans de Bosnie, en faisant partir les gens d'une terre que les miliciens de la Republika Srpska voulaient contrôler, ou elle peut être génocidaire, comme cela a été pratiqué au Rwanda en 1994, quand les milices criminelles ont fermé les frontières et ont purifié ethniquement, mais par la destruction des individus et du groupe. Dans un cas, génocide, dans l'autre, crime contre l'humanité, dans le troisième, crime de guerre. Sur Gaza, alors, une purification ethnique, alors comme on l'a définie comme elle n'est pas juridique, on l'a définie un peu comme on le souhaite. Est-ce que c'est le fait d'exclure toute vie palestinienne, de personnes qui appartiennent au groupe national palestinien de cet endroit? Je ne crois pas que ce soit ce qu'on vise réellement, mais en utilisant ce mot, je ne crois pas que les messages politiques qu'on veuille vous faire passer soient aussi techniques que cela.
Je crois plutôt qu'on veut s'élever contre la politique actuelle israélienne et qu'on utilise des mots parfois au détriment de leur sens. D'accord. Comme on voit bien comment vous faites un effort pour me ramener toujours dans les droits des définitions les plus rigoureusement juridiques. Non, mais je vous en remercie. Mais si je vous pose ces questions-là avec parfois beaucoup de naïveté, c'est parce que évidemment tous ces mots sont employés, j'allais dire spontanément à tire-larigot par tout le monde. Vous allumez Twitter et on entend apartheid, génocide, purification ethnique, crime contre l'humanité. On n'en peut plus. On a le sentiment que tout le monde s'empare de ces mots. Oui, tout le monde vous avez raison. Et moi ça m'invite à vous poser cette question-là. Moi, je voudrais que là avoir votre sentiment sur la manière dont sont employer ces mots, on pourrait dire de manière massive, par ceux qui n'en connaissent au fond pas la définition juridique. J'allume une émission de télévision sur le service public et dans un débat, j'entends quelqu'un qui dit « Pour moi, il y a un génocide à Gaza ». Pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Ça fait 30 ans que je travaille sur la question, je suis confronté à ça. Pour moi, il y a ceci. Pour moi, comme si c'était une affaire au fond d'opinion. Le mot génocide semble être un mot que n'importe qui peut employer comme ça. Et au fond, d'abord, comment vous entendez ça? Et la réflexion qui vient derrière, c'est que j'ai le sentiment que pour beaucoup de gens, il y a une sorte de tension qui est mal comprise entre les exigences d'un droit international avec toute la rigueur que ça implique et ce qu'on appelle de manière très vague les droits de l'homme. Quelque chose comme ça, où là, les arguments moraux viennent se substituer et les sentiments moraux viennent se substituer à un cadrage juridique des situations concrètes. Bon, je pose plusieurs questions, je vous laisse détourer les problèmes. Mais je voudrais moi, c'est vraiment un point très important de comprendre cet usage absolument ultra démocratisé, on pourrait dire, par des gens qui n'y connaissent rien, et je dirais par moi le premier, enfin je suis pas juriste, de tous ces mots-là. Le devoir du juriste, c'est d'être le gardien des normes, de faire appliquer des normes par des juridictions qui vont, elles, au bout d'un examen assez long et avec des spécialistes, se prononcer sur une qualification. Si on poursuit un acte pour génocide, la juridiction doit nous dire si les éléments constitutifs sont réunis. Et chaque élément constitutif prête à des discussions dont vous n'imaginez pas la longueur. Quand les approches commencent par « pour moi, c'est un génocide », les mots « pour moi » décrédibilisent immédiatement la suite de la réponse. Personne n'est habilité à déterminer de quoi il s'agit, hormis les juridictions. Et nous, les experts, la doctrine, les professeurs de droit, les jurisconsultes, nous pouvons apporter un avis qu'on espère éclairé, mais en l'espèce, je peux vous dire assez aisément que les éléments constitutifs ne semblent pas réunis, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une décision d'un organe judiciaire, qui est l'autorité compétente pour qualifier. La société internationale et même la société nationale détermine que les juridictions sont les organes compétents pour qualifier. Dans ce cas-là, on attend la décision réelle. Cela dit, là, on vient d'opposer les juristes, les experts, au tout venant de celui qui donne son opinion, pour moi. Mais il peut y avoir des différends au sein même de la communauté des juristes. Oui, mais je vous ai répondu, je vous ai dit, il me semble que les éléments constitutifs ne sont pas présents ici. Certains collègues, très marginaux en l'espèce, pourraient dire, il me semble que les éléments constitutifs pourraient aboutir à la qualification de génocide. Mais, outre le fait que cette opinion est très minoritaire, vous voulez dire qu'il vous semble qu'il y a un consensus et une position relativement parmi les stable. collègues avec qui je parle, oui. Ici, les éléments ne sont pas présents. Mais, encore une fois, ni mon opinion d'expert, ni celle de mes collègues n'importe. Peut-être qu'on éclairera la juridiction qui sera amenée à se prononcer. On verra. Mais seule la juridiction peut dire ce qui est génocide. C'est son rôle. Et d'ailleurs, de façon très très surprenante, le premier verdict de génocide de l'histoire date de 1998. 2 septembre 1998 dans l'affaire Akayesu. C'est un verdict qui concerne un notable rwandais au sujet du génocide des Tutsis et qui nous donne la couleur juridique de la politique menée par les milices au Rwanda en 1994. Donc, quand on s'interroge quasi rétroactivement sur les massacres qui ont eu lieu, on n'a pas de décision de justice. Massacre des Arméniens, massacre des Juifs, on n'en a pas. Simplement, on a suffisamment d'éléments pour qu'il soit incontestable aujourd'hui que les éléments constitutifs sont présents, au moins dans les deux politiques que j'ai citées. Et encore, pas au début, hein.
La solution finale pour la Shoah, elle vient entre août 41 et janvier 42, date de la conférence de Wannsee. Ce qui veut dire qu'avant ça, malgré les centaines de milliers de victimes, on n'est pas dans le génocide. Bon, là, ça serait une discussion historique que je vais pas engager maintenant, mais puisqu'on suit en fait pas les étapes de la procédure et il fallait s'arrêter sur des problèmes de définition, d'interprétation, d'usage de notions par les uns par les autres, on s'est surtout centré sur le moment de la requête de l'Afrique du Sud fin décembre. Est-ce que là, on peut faire un petit saut dans le temps? Oui. Arrivons au moment du 26 janvier, fin janvier. Est-ce que vous pouvez analyser, nous expliquer la réponse apportée par la Cour le vendredi 25 janvier? Elle n'est absolument pas surprenante. Rappelez-la nous déjà. La Cour rend une décision... Parce que c'est 90 pages qui ont été résumées parfois en quelques lignes dans la presse. La Cour rappelle les arguments grossiers, basiques des uns ou des autres et arrive à considérer qu'il est opportun de rendre des mesures conservatoires à la quasi-unanimité. Elles sont toutes adoptées entre 14 et 15 magistrats sur 17, ce qui montre qu'on a deux opinions, une opinion complémentaire, une opinion dissidente. Elles sont très intéressantes à lire d'ailleurs, de la juge ougandaise et du juge israélien sur certains points, mais le juge israélien va voter quelques-unes de ces mesures conservatoires qui demandent grosso modo à Israël en plusieurs temps donc de s'assurer du respect du droit humanitaire, d'appliquer la Convention sur le génocide, de s'assurer de son application plutôt, de s'assurer de la répression des actes d'incitation au crime de génocide. La américaine, à l'époque, elle vient de changer, dira pendant la présentation des mesures qu'Israël assume déjà ce rôle, puisque les juridictions israéliennes, très indépendantes du gouvernement, sanctionnent déjà l'incitation au génocide. La collecte de preuves, ou plutôt la préservation des preuves et la remise d'un rapport sur les actes entrepris par Israël dans le cadre de ces mesures conservatoires. Et j'y vois rien d'étonnant en fait, parce que en disant tout cela, la Cour rappelle à Israël qu'elle a un rôle, comme tous les États qui ont ratifié la Convention sur le génocide, de gardien de ces dispositions. C'est-à-dire, là, attendez, expliquez-moi, parce que là, vous êtes en train de me dire que la Cour a considère, dans une procédure où elle est, dites-moi si c'est pas le mot le plus approprié, accusée par l'Afrique du Sud. C'est pas le mot le plus approprié. C'est pas, alors, politiquement, juridiquement, il n'est pas approprié, politiquement, vous avez raison. Bon, alors, dans une procédure où Israël est accusé d'être un État génocidaire, la Cour dit Israël dit que Israël doit être le gardien de cette convention qu'elle a signée. Moi, j'y vois rien d'illogique dans la mesure où... Non, mais c'est un désaveu de la requête de l'Afrique du Sud. Absolument pas. Absolument pas. Ah non. Autant dans un sens que dans l'autre. On demande à Israël d'être le gardien de la convention. Eh bien sûr. Israël, comme tout État partie, a l'obligation déjà à accepter les obligations de la Convention sur le génocide, s'est engagé à les respecter. Et la Cour lui rappelle quelles dispositions méritent son attention maintenant. Il est vrai que certains officiels israéliens ont eu des propos extrêmement critiquables sur les Palestiniens. Et la Cour rappelle qu'il relève des obligations israéliennes de sanctionner ces propos. D'ailleurs, Barak, le juge israélien, a signé ces mesures-là. Enfin, bien sûr, il a ajouté, attention, le Barak rappelle dans son opinion qu'il n'est pas agent israélien. Il n'est pas l'agent d'Israël, il est juge. Être juge, c'est être le représentant non pas d'un État, mais le représentant du droit. On représente des systèmes juridiques. On apporte des analyses juridiques sur une situation. Ici, la situation juridique, elle est simple. À part l'Afrique du Sud, la Cour ne dit nullement qu'il y a génocide. Elle ne se permettrait pas. Elle mettra 4 ans à nous dire s'il y a ou s'il n'y a pas un acte qui peut être qualifié de génocide. Je constate qu'il y a un différent juridique entre des États portant sur une convention qui, prima facie, me donne compétence, puisque l'article 9 dit que je vais donc exercer mon magistère. On va rédiger pendant 2 ans pour voir si vraiment on a compétence. En attendant, il y a une catastrophe humanitaire. Je vous rappelle aux parties concernées, mais pourquoi Israël ? Parce que c'est Israël qui a le pouvoir sur la bande de Gaza aujourd'hui. Donc je rappelle à Israël les dispositions de la Convention sur le génocide, en insistant sur des éléments qui méritent d'être soulignés aujourd'hui. Mais ce qui veut dire que les obligations qui pesaient déjà sur Israël ont
maintenant une double source. Un, l'engagement israélien de les faire respecter. Deux, la décision de la Cour de rappeler à Israël de les faire respecter. Moi, je pense que, et là, je vais me pencher un peu sur le terrain politique, je pense que le gouvernement israélien d'aujourd'hui aurait, plutôt que de s'opposer à la Cour ou de dire qu'il y a de l'antisionisme ou de l'antisémitisme, aurait tout intérêt à remercier la Cour. Pourquoi ? Remercier la Cour d'avoir rappelé le droit sans avoir voulu se prononcer sur le fond du dossier en disant que les armes doivent se taire, sans avoir donné des consignes extrêmement difficiles à Israël. On rappelle à Israël qu'Israël doit respecter une convention et en plus remettre un rapport et préserver des preuves. Oui. En fait, je pense que tous ces éléments pesaient déjà sur Israël et que Israël, bon élève du droit international, devrait dire merci à la Cour, bien sûr, nous allons appliquer ces règles. Alors il y a quelque chose qu'il faut que vous nous expliquiez dans ce contexte que vous nous dressez. Comment expliquer que dès le 27 janvier, on voit l'Afrique du Sud qui salue une victoire décisive pour l'État de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien, estimant que la Cour a déterminé que les actions d'Israël à Gaza sont plausiblement génocidaires et a fait part des mesures provisoires sur cette base. La remercions pour sa décision rapide. Alors est-ce que cette lecture-là vous paraît adéquate ? De la même manière, on entend le Hamas au pouvoir à Gaza lui dire saluer un développement important qui isole Israël. Et là, je parlais à la fois de l'Afrique du Sud, ensuite de la réponse du Hamas, mais on pourrait citer aussi Netanyahou, qui semble avoir compris autre chose que vous, quand il dit que la Cour internationale de justice a explicitement accusé Israël de génocide. Moi, c'est quelque chose qui est... Et en fait, la presse ne cesse de relayer ce type d'interprétation. Vous me parlez de discussions extrêmement politiques ou de posture politique, posture victimaire peut-être du gouvernement israélien qui voudrait dire qu'il est attaqué et qui voudrait dans ce cas-là générer une forme de solidarité autour de son action. Posture politique de l'Afrique du Sud qui fait semblant d'avoir une victoire là où en réalité, s'il y a un génocide, où que ce soit dans le monde, et qu'on intervient, c'est une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour le droit, c'est une victoire pour la règle. Tout le monde doit se réjouir que le droit international intervienne enfin pour des victimes. Et ces postures politiques ici, elles sont reprises parce qu'elles sont faciles à commenter. Les débats juridiques, eux, sont beaucoup plus techniques. Essayez de déterminer s'il y a génocide ou s'il n'y a pas génocide. Je vous ai expliqué que les 17 magistrats de la Cour vont mettre 2 ans, avec toutes leurs équipes, parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont beaucoup de juristes que je salue au passage, parce que je sais ce que c'est qu'être juriste auprès de ces magistrats. On travaille de façon acharnée, à rédiger, à se réunir, à essayer de trouver les éléments, à lire des rapports, à lire des quantités et des quantités de documents pour essayer de voir si les éléments sont constitués. Ce débat, il est long, laborieux, c'est un débat d'experts dont la presse ne peut pas se saisir. Qu'est-ce qui reste ? Il reste le débat politique qui consiste à présenter de façon... On fait ça aussi devant les juridictions nationales. On sort du tribunal quand on est avocat et on présente comme une victoire ce qui est parfois une défaite ou inversement. Moi, je vois ni défaite ni victoire ni pour l'un ni pour l'autre, aucunement. La juridiction a tranché en faveur du droit en rappelant à ces deux États ce que dit le droit. Tout simplement. Elle a dit, je reste saisie, je vous dirai dans 2 ans à peu près si je suis compétente. En attendant, il y a une catastrophe humanitaire. Le groupe palestinien est un groupe national au sens de la Convention sur le génocide. Il mérite donc d'être protégé contre le génocide, comme tout autre groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est ce que nous dit là. On peut se poser les questions. Un groupe des communistes n'est pas un groupe national, par exemple. Donc il ne mérite pas d'être protégé. Ça veut dire que si une politique est lancée contre ce groupe-là pour le détruire comme tel, on est dans le génocide. Mais la Cour ne dit pas que cette politique est lancée. Elle dit on a bien un groupe national. Donc les millions de tweets qui disent la Cour a reconnu qu'il y avait un génocide à Gaza sont des tweets mensongers ou sont des tweets qui instrumentalisent. C'est de la science-fiction juridique puisque cette décision interviendra éventuellement dans 4 ans. 2 ans pour la compétence, et une fois que la Cour se déclarera compétente, et je pense qu'elle se déclarera compétente. J'étais pas convaincu au début, mais je pense qu'aujourd'hui elle va se déclarer compétente au regard de sa jurisprudence dans les affaires similaires. Elle va se saisir, et elle aura 2 ans de plus pour rendre un arrêt sur le fond, et dire s'il y a violation d'une des dispositions de la Convention sur le génocide. Et d'ailleurs, c'est pas seulement dire s'il y a génocide, c'est est-ce qu'il y a incitation au génocide, est-ce qu'il y a... dans une affaire que vous connaissez peut-être, dans l'affaire Bosnie contre Serbie, la Cour a dit il y a violation d'une des dispositions de la Cour par la Serbie, qui n'a rien à voir avec le génocide, juste, elle n'a pas empêché le génocide commis par les miliciens de la Republika Srpska. C'est très intéressant, alors qu'elle avait les moyens de leur donner des ordres. Elle n'est pas du tout... elle s'est pas, elle, lancée dans une politique génocidaire.
Donc il y a d'autres dispositions de la Convention qui mériteront d'être étudiées pendant 2 ans. Personne n'a la réponse aujourd'hui, ni même les magistrats. On a tous des intuitions, mais ces intuitions, si on C'est quoi votre intuition, vous? Il n'y a pas génocide en l'espèce. S'il y avait une volonté génocidaire réelle, sur la purification ethnique, crime contre l'humanité, on pourrait en discuter, ou crime de guerre. Qu'il y ait des crimes de guerre, c'est évident, il y en a toujours dans toutes les armées en campagne. On a bien un soldat qui commet un acte interdit. Mais pour qu'il y ait génocide, il faudrait que des éléments de preuve nous montrent qu'il y a une intention de détruire. S'il y a une intention de détruire avec une armée aussi sophistiquée, on ne tue pas que 1% d'une population, on en tue beaucoup plus. Je ne dis pas que le nombre devient l'élément constitutif, mais il devient un élément de présomption suffisamment fort pour nous dire s'il y a ou pas intention de détruire. On rentre dans un village, on tue les civils, on tue les femmes, on tue les enfants. C'est ça la priorité du génocidaire. Il veut voir le groupe détruit. Est-ce que ça a un sens d'un point de vue juridique que de dire que le 7 octobre avait une dimension génocidaire? Je n'avais pas initialement vu cette finalité aux actes du Hamas. Mais effectivement, si l'on démontre que la campagne criminelle du 7 octobre, l'attaque du 7 octobre, s'inscrit dans une politique visant à détruire le groupe national israélien, ou le groupe religieux ou racial juif, alors on est dans le génocide. On est dans un acte qui sert une politique génocidaire. Alors, ce qu'on doit d'abord déterminer, c'est quel est le but de l'intervention militaire du Hamas. S'il s'agit d'un combat pour l'indépendance ou l'étatisation palestinienne, alors le combat est légitime. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs situations dans lesquelles le droit international accorde aux bandes armées le droit d'utiliser la force armée, la situation d'occupation, situation de colonisation, situation d'apartheid, pour se battre contre celui qui organise cette situation. C'était le cas du FLN, par exemple, en Algérie, avant que l'Algérie soit algérienne. Ici, je n'ai pas l'impression, mais on pourrait en discuter longuement. Après, il y a la forme du combat. Ça vient dans un deuxième temps. D'abord, en l'occurrence... Ouais. Oui, mais pour déterminer quelle forme du combat est autorisée, il faut déterminer dans quel type de combat on est. Est-ce qu'on est dans un conflit armé, au sens du droit international humanitaire, ou est-ce qu'on est face à une révolution interne? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du combat quand il y a une bande armée qui pénètre un territoire et qui va violer des femmes, tuer des enfants? Il me semble que le seuil de violence est suffisant pour dire qu'on est dans le conflit armé. La question que je vous pose est de savoir Est-ce qu'on est quelque chose dans l'ordre du combat ou de l'opération militaire? Oui, c'est une opération militaire. Mais de la même façon que utiliser des SS pour aller tuer des juifs, c'est une opération militaire. La question est plutôt quel type de combat a-t-on ici pour déterminer quelles sont les règles applicables. C'est là que je veux en venir. Et est-ce qu'on est dans un conflit armé classique, international ou non international, dans lequel cette bande armée lutte de façon légitime, et dans ce cas-là, on ne s'interroge que sur ces actes pour déterminer si les actes commis sont légitimes au regard du droit international, ou bien est-ce que l'attaque elle-même est illégitime, et est-ce que le Hamas, branche militaire, a le droit de s'engager dans la force contre Israël? Moi, j'ai l'impression, et c'est là que je voulais en venir, que la vocation du Hamas, c'est la destruction d'Israël et de ses habitants, et non pas l'indépendance de la Palestine. Contrairement au FPLP, à l'OLP ou à ces organes qui émanent à ces groupes palestiniens qui, eux, se battent pour l'étatisation et l'indépendance. Dans cette hypothèse, le droit du recours à la force armée par le Hamas est contesté par le droit international. Si je me trompe et que le Hamas représente un mouvement de libération, ce à quoi je ne crois pas, dans ce cas, c'est le droit international humanitaire qui s'applique et qui interdit à ce groupement le recours à des actes tels que le massacre de civils, les violences sexuelles, la prise d'otages, totalement interdite, etc. Et dans ce cas, le Hamas a violé toutes les dispositions applicables. Le Hamas a commis, dans cette attaque du 7 octobre, un nombre de crimes de guerre assez important. Est-ce qu'il s'agit en plus, pourquoi pas, hein, on peut envisager une double accusation. Est-ce qu'il s'agit en plus de crimes contre l'humanité? Sûrement. Et est-ce qu'il s'agit d'actes de génocide? Pourquoi pas, à condition de déterminer l'intention pour les dirigeants du Hamas de détruire un groupe. Alors quel groupe ça serait? Le groupe national israélien? Pourquoi pas? Ou le groupe juif? Je ne sais pas. Mais vous voyez, ces éléments... Si on devait plaider le génocide contre le Hamas au sujet de cette attaque, on devrait établir l'existence des éléments dont je parle ici.
Tout ce que vous venez de dire me fait penser à la manière avec laquelle quelqu'un comme une juriste en droit international, Rima Hassan, qui est une réfugiée palestinienne, utilise... Qui a été notre étudiante. Pardon ? Qui a été notre étudiante dans l'université de Paris-Saclay. D'accord. Alors, elle explique dans un tweet qui semble vouloir... difficile à interpréter, mais dont j'ai le sentiment qu'il a pour fonction de vouloir à la fois légitimer l'attaque du Hamas et peut-être même la forme qu'elle peut prendre. Il faut distinguer en droit international la question de la légitimité pour un groupe armé à opérer de la licéité au nom de son mode opératoire qui tombe sous le coup des lois internationales. Oui. Seulement, il me semble que elle vise à dire autre chose. Alors, juste avant que vous alliez plus loin, juste pour que ce soit clair, avant que vous alliez plus loin, on va distinguer deux temps. Le droit du recours à la force armée et le droit applicable dans la période de conflit. La question que vous posez, la légitimité qu'elle évoque ici, c'est est-ce que le Hamas a le droit de prendre les armes ? Deuxièmement, une fois qu'il prend les armes, quelles sont les règles qui s'appliquent aux armes ? Vous voyez bien les deux temps différents. C'est ce qu'on appelle, nous, le jus ad bellum, le droit du recours à la force, et le jus in bello, d'autre part, le droit international humanitaire, les règles applicables dans la guerre. Et ensuite, après avoir fait ce rappel, elle suit deux résolutions, la résolution 2708 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que mènent les peuples coloniaux et les peuples sous domination étrangère pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance par tous les moyens nécessaires dont ils disposent. Et là, on voit bien qu'elle se réfère au Hamas comme étant susceptible d'avoir cette légitimité reconnue par la résolution en question. Et elle cite ensuite la résolution 3070 de la même Assemblée générale des Nations unies qui, elle, réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour se libérer de la domination coloniale et étrangère et de l'emprise étrangère par tous les moyens en leur pouvoir, y compris la lutte armée. Oui. Donc on voit bien le contexte dans lequel elle avance ses argumentations pour mettre le droit international du côté du combat qui est le sien. Comment vous interprétez ? Ces résolutions datent de l'époque de la décolonisation. Ce sont des moments où l'Assemblée générale des Nations unies a rappelé, et heureusement rappelé d'ailleurs, que dans le cadre de la décolonisation ou dans le cadre de la lutte contre les puissances coloniales, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'apartheid ou d'occupation étrangère, par définition, il n'y avait pas d'autre autorité sur place que des bandes, que des milices, que des groupements armés pour prendre les armes et s'opposer. Comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est le FLN face au pouvoir colonial français. Elle a raison, totalement raison, sur la règle. La règle dit très clairement cela. Heureusement, ces pouvoirs, ces bandes, qui veulent la décolonisation ou qui veulent la lutte contre un pouvoir d'occupation, peuvent prendre les armes. Et on a même tendance à appliquer à ces situations le droit des conflits armés internationaux. On aurait pu dire, non, on reste dans le conflit armé non international, dont les règles sont moins nombreuses, moins détaillées, le régime juridique de protection moins complet. Non, c'est du conflit armé international par extension, et donc on peut, même de l'extérieur, aider ces groupements. Quant à savoir si ces règles s'appliquent au Hamas, je suis beaucoup plus dubitatif. Parce que c'est ça la question. C'est ça la question, bien sûr. En gros, si elle dit ça, c'est parce que ces règles s'appliquent selon elle au Hamas. Alors que cette règle s'applique à d'autres mouvements palestiniens qui luttent pour l'étatisation de la Palestine et qui considèrent qu'il y a un pouvoir, alors qu'il soit aujourd'hui à certains endroits, qu'il soit israélien ou qu'il soit jordanien ou encore que l'autorité palestinienne s'est entendue avec le gouvernement israélien dans les accords d'Oslo. Donc là aujourd'hui, normalement, là où Israël applique son pouvoir, c'est en vertu des accords d'Oslo. Et si elle le fait autrement, c'est illégal. Et, est-ce que l'autorité palestinienne prend les armes contre le gouvernement israélien ? Aujourd'hui, je ne le vois pas. Mais si elle le faisait en estimant qu'Israël devienne une autorité d'occupation, ce serait tout à fait légitime. La question qui se pose plutôt, encore une fois, et qui va nous donner la réponse juridique, c'est celle du but du Hamas. Que veut le Hamas ? Est-ce qu'il veut vraiment l'étatisation de la Palestine ? Est-ce qu'il lutte contre une occupation ? Ou est-ce qu'il lutte pour la destruction d'un voisin ? Dans un cas, il est légitime, il est un combattant dans un conflit armé. Dans l'autre cas, c'est une bande armée qui commet des crimes. Je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir comment qualifier d'un point de vue juridique ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Évidemment, l'idée que j'avais en tête, c'était de savoir si vous pouviez raisonnablement dire, rigoureusement dire qu'il s'agissait d'un acte génocidaire. Et vous avez dit que selon vous, oui.
J'ai pas dit exactement ça. J'ai dit qu'on pourrait plaider le génocide à condition d'établir les éléments constitutifs qui nous font défaut aujourd'hui, à savoir, il faut qu'on démontre ce que le Hamas veut détruire. Et je ne sais pas quel groupe ils veulent détruire. Est-ce qu'ils veulent détruire, mais d'après vous, ils veulent détruire le groupe national israélien? Ok. C'est En ça, tout cas, c'est ça l'idée. donc s'il n'y a pas, donc il s'agirait d'établir l'intentionnalité préalable. Exactement. Sinon, c'est crime contre l'humanité, Oui. de toute manière, sans aucun doute. Sans aucun doute, et crime de guerre. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Maintenant, comment vous qualifieriez, dans les termes du droit, le fait que le Hamas utilise sa population civile comme bouclier humain? Parce qu'on pourrait dire qu'il pourrait être poursuivi pour le traitement de sa population civile à Gaza, qu'il l'instrumentalise aussi dans le cadre du conflit. C'est un cas d'école prévu par le droit international humanitaire. Il est interdit le bouclier humain. En fait, le bouclier humain est à la fois crime de guerre et crime contre l'humanité dans plusieurs décisions, notamment des décisions du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. On a vu des combattants rentrer dans des maisons et se servir de bouclier humain, effectivement. Donc, dans le cadre du combat, là, on est dans les règles dans le combat et pas dans le droit au combat. Dans le combat, ces règles s'appliquent incontestablement et on n'a pas le droit, il est interdit à tout belligérant de se cacher derrière des civils, évidemment. C'est donc crime de guerre. Et crime de guerre. Essentiellement crime de guerre, parfois crime contre l'humanité, selon le contexte. Bon, on a vu énormément de choses et vous nous avez éclairé sur beaucoup de points. Je voudrais vous poser peut-être une dernière question. Quelle suite, selon vous, proche et lointaine, à attendre suite à suite aux décisions de la Cour et suite à l'ensemble de cette longue séquence judiciaire qui dure maintenant depuis 6 semaines, 1 mois, 6 semaines, 2 mois? Pour le grand public, l'essentiel a été dit. Il repose dans les mesures d'urgence, les mesures conservatoires. Pour nous, le travail sera plus long. C'est un travail d'experts sur la compétence, mais ça éclairera nos discussions juridiques. Et on n'aura pas beaucoup. Comme je ne crois pas à la conclusion selon laquelle il y aurait génocide, je pense qu'avec le temps, tout cela va s'étioler et la réalité judiciaire dépend aussi de la réalité politique. J'espère que ce conflit va vite cesser et que le gouvernement israélien saura négocier peut-être. Négocier son retrait, comme il aurait dû le faire d'ailleurs depuis longtemps en ayant recours aux institutions internationales qui sont compétentes pour le faire, notamment le Conseil de sécurité, pour intervenir sur place et trouver des solutions. Le juge international n'a pas cette fonction d'intervenir sur place. La Cour internationale de justice ne va pas venir enquêter sur place, elle n'envoie pas de soldats, elle va rendre une décision de justice. Est-ce que cette décision de justice, qu'on aura l'une partiellement dans 2 ans, l'autre dans 4 ans, est-ce que cette décision de justice servira à la paix internationale? En réalité, c'est pas très convaincant. Ça sert d'autres choses, d'autres intérêts. D'accord. Qui sont fondamentaux à nos yeux, mais qui sont tout autres. Je vous remercie beaucoup, Yann Jurovics, pour cet éclairage sur cet événement qui est difficile quand on n'est pas juriste et pourtant qui occupe nos esprits énormément en ce moment. Merci beaucoup. Avec plaisir.